les systèmes, que j'ai dépouillé le Yearbook of General System Theory, tout ça. Bon, l'idée que nous savons tous, c'est que dans notre univers, sauf l'univers microphysique, mais j'y viendrai, dans notre univers, ce qu'on appelle, il n'y a pas d'objets, ou plus loin, les objets sont des systèmes. C'est-à-dire que depuis l'atome, la molécule, la macromolécule, l'astre, les galaxies, et bien entendu les vivants, tout est système, c'est-à-dire un ensemble d'éléments différents, reliés entre eux, et par là même disposant d'une organisation. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, pour moi, le mot d'organisation est devenu de plus en plus important, car c'est l'élément qui maintient ensemble, évidemment, les éléments différents. Mais c'est là où non seulement il maintient ensemble des éléments différents, mais il se crée, de par cette association organisée, des qualités nouvelles au niveau du tout qui n'existent pas dans les parties. Et ça, c'est vrai aussi pour les systèmes physiques, à commencer par le plus commun qui est H2O, où l'eau a des qualités qui ne sont pas celles de l'hydrogène ni de l'oxygène, jusqu'aux systèmes vivants les plus complexes. Donc, c'est quelque chose qui constitue un élément d'unité de la connaissance en général et la connaissance scientifique en particulier. Et alors, ce qui est intéressant, donc, c'est que ces qualités qui n'existent pas dans les parties, on les a appelées les émergences. Et elles ont d'abord été un peu constatées, notamment en biologie, quand Monod a fait la nécessité, ils ont vu qu'effectivement, surtout à partir du moment où, après Crick et Watson, on a compris que l'être vivant est constitué uniquement d'éléments physico-chimiques, que les qualités du vivant, qui sont des qualités de reproduction, de réparation, de cognition, de mobilité, etc., sont des qualités inconnues des macromolécules qui les constituent, encore que leur production puisse être engrammée dans ce qu'on appelle l'ADN. Donc, le phénomène étonnant, c'est l'émergence, parce que les émergences, elles ne sont pas déductibles à partir des qualités des parties, donc elles sont quelque chose d'irréductible. On les constate, on ne peut pas comprendre pourquoi et comment, mais on dit voilà, dans telle condition, tel assemblage actif de macromolécules, c'est l'être vivant. Et donc il a ses qualités propres. Donc, si vous voulez, le phénomène d'émergence devient inséparable de celui d'organisation et de système. Il n'est pas un seul système qui ne produise pas des qualités différentes. Mais là aussi, sur quoi j'ai insisté, c'est que si le tout est métaphoriquement plus que la somme des parties, il est évident moins que la somme des parties, c'est-à-dire qu'il impose des contraintes sur les parties qui empêchent ces parties de développer leur propre qualité ou virtualité. Autrement dit, un tout fait émerger des qualités et en même temps, il peut avoir des caractères inhibiteurs et répressifs, choses qui peuvent évidemment être importantes dès qu'il s'agit, par exemple, de sociétés, et notamment de sociétés humaines, où effectivement on voit que l'ensemble, le tout organisé, un État, a des moyens de coercition, à sa gendarmerie, sa police, etc., qui empêchent certaines virtualités délinquantes ou non conformes
à la culture de se manifester. Donc, nous avons toujours cette sorte d'ambiguïté. Un système n'a pas seulement que des qualités nouvelles, il peut lui-même être oppressif, comme un système totalitaire politiquement. Bon. Donc, c'est intéressant aussi d'essayer de voir pour chaque système le problème des émergences et le problème des inhibitions ou répressions. Alors, j'ai dit tout à l'heure que l'univers microphysique échappe à ça. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans cet univers dit quantique, nous voyons non pas des systèmes, nous voyons même pas des éléments. Nous voyons quelque chose d'ambigu qui se manifeste tantôt, selon les conditions d'observation, comme un corpuscule, quelque chose de discret, ou comme une onde, quelque chose d'immatériel, deux choses évidemment incompatibles, et que dans cet univers, nos conceptions du temps ni de l'espace ne fonctionnent pas. Alors, c'est étonnant que, dans le fond, puisque nous sommes tous constitués d'éléments microphysiques, comment se fait-il que dès qu'on passe à notre univers physique, les choses se transforment? Alors, ce qui a été étudié, donc, par les physiciens, c'est qu'à un certain niveau démographique de particules, c'est-à-dire les choses se produisent, ce phénomène appelé bizarrement décohérence, c'est-à-dire que brusquement, cet univers disparaît pour faire place à notre univers avec le temps, l'espace et bien entendu les objets et les systèmes. D'où la question que se sont posées certains, c'est de dire, est-ce que notre univers physique lui-même n'est pas l'émergence à un moment donné du rassemblement d'éléments microphysiques qui à ce moment-là transforme toute la chose, et donc c'est la meilleure que notre univers, le temps et l'espace sont des émergences, puisqu'ils font partie, c'est l'ensemble du système physique et bien entendu biologique, qui est-ce que serait une émergence d'un univers bizarrement sans temps et sans... Vous pouvez me dire, c'est une question peut-être qui ne relève pas directement de notre intérêt, mais quand même qui a quand même, une fois qu'on est dans l'idée d'émergence et d'organisation, par exemple, la question bactérielle dont vous avez parlé. Moi, j'avais lu il y a pas mal d'années un livre qui s'appelle L'univers bactériel. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non, je ne connais pas. C'est d'un chercheur canadien. Alors, la thèse était celle-ci. L'ensemble des bactéries, qui sont évidemment très, très diverses, et des bactéries qui sont dans l'air, qui sont dans la terre, qui sont dans les eaux, qui sont dans nos organismes, dans notre bouche, dans nos intestins. Cet ensemble de bactéries constitue un grand être matériel sur la Terre, et que peut-être c'est lui qui nous contrôle, c'est lui qui est en quelque sorte derrière notre existence vivante. Alors cette idée, évidemment, est aussi intéressante parce que nous pouvons penser, évidemment, nous savons très bien que dans nos relations avec les bactéries, les relations sont soit symbiotiques, bactéries de nos intestins, elles sont très gentilles, elles sont indispensables même, soit antagonistes,
quand nous attrapons une maladie d'origine bactérienne, etc., soit indifférente, évidemment. Alors, donc, ce qui est au niveau individuel nous fait différencier les bactéries selon leur nocivité ou leur bienfait, mais peut faire qu'à un niveau plus global, puisqu'elles font partie, elles sont toutes capables de communiquer les unes avec les autres, ça nous le savons aussi, est-ce qu'elles ne forment pas un tout dont, d'une certaine façon, nous dépendons? Petit problème. Alors voilà, si vous voulez, le problème de l'organisation et de l'émergence nous fait déboucher sur pas mal de problèmes. Mais si on veut pas aller jusqu'à ces horizons, il est certain que dès que nous prenons le problème, disons, du physique, passant au biologique, donc c'est vrai que l'association sous forme de molécules ou d'astres, d'éléments physiques, produit une organisation, laquelle, ses qualités. D'ailleurs, c'est très intéressant de penser que par milliards, les soleils sont des organisations fondées sur un antagonisme coopératif, c'est-à-dire entre l'antagonisme de la gravitation qui a fait que les poussières se sont rassemblées et de plus en plus intimement liées sont arrivées à une température d'allumage, et que cet allumage de nature évidemment explosive lui-même est contenu par la gravitation. Autrement dit, il y a des forces d'explosion et des forces de compression, et tout ça réussit à donner une vitalité de quelques milliards d'années à un nombre incroyable d'étoiles. C'est-à-dire que c'est intéressant de penser qu'à un moment donné, l'organisation repose sur l'union complémentaire de forces antagonistes. Et c'est ce qui est arrivé dans l'histoire de la vie. Quand il n'y a que des bactéries, les bactéries se reproduisent, comme nous le savons, par scissiparité, leur ADN se découpe en deux parties, et chaque moitié va reconstituer une autre. Autrement dit, la reproduction se fait entre deux bactéries qui deviennent sœurs, frères, père, mère en même temps. Et capables évidemment de communiquer. Alors, la chose évidemment la plus intéressante, c'est l'apparition d'une nouvelle forme de reproduction qui s'est faite dans le monde végétal et dans le monde animal, qui est la sexualité. Alors, la sexualité est quelque chose qui, effectivement, permet la diversification, la multiplication de la reproduction, mais elle transforme tout à fait les conditions de la reproduction, parce qu'il va se créer une dualité complémentaire antagoniste en que ce processus reproductif qu'on appelle l'espèce et qui lui-même a pour noyau l'ADN, qui est non pas un programme mais un engramme à partir duquel se développe tout le savoir hérité. Donc vous avez cette poussée continue et la partie existentielle, c'est-à-dire qui vit dans l'environnement avec le défi de l'environnement, la partie, disons, qui se renouvelle sans cesse, qui est les protéines, c'est-à-dire entre l'ADN qui se continue, les protéines qui se dégradent et se reproduisent. Vous avez la dualité que vous retrouvez entre ce que l'on appelle le génotype, c'est-à-dire l'espèce, et l'être vivant qui est mortel, qui va vivre un certain temps, qui va vivre dans un environnement qui va, quand vont se développer ses qualités
avoir des sensations, des sentiments, et nous savons qu'aujourd'hui même, les sensations et peut-être sentiments existent chez les végétaux déjà. Nous avons déjà... Donc, si vous voulez, c'est intéressant de penser que l'organisation vivante, entendons, fonctionne sur la complémentarité de deux antagonistes, sur une dialogique. Et que dans le fond, d'un côté, l'espèce tend à la continuité et demande à l'individu la reproduction, mais que parfois les individus, surtout humains, veulent se dérober au boulot de la reproduction et s'arrangent pour ne pas avoir de progéniture. Alors, vous avez cette dualité au sein de l'individu. D'un côté, une partie de lui est poussée à continuer l'espèce par sa sexualité, là, et l'autre partie est poussée à jouir de la vie personnellement. La contradiction, à la fois, il doit être voué à quelque chose qui n'est pas lui, qui n'a pas de vie, mais qui a la continuité d'une possibilité de vie permanente, et quelque chose qui est existé dans le monde, et finalement, ce que nous sommes, avoir des sentiments. Donc, c'est cette chose étonnante qui va se reproduire au niveau humain, au niveau social, etc. Je ne veux pas développer. C'est-à-dire que l'organisation complexe, disons, celle qui se manifeste à partir de l'apparition du vivant, elle va se développer avec cette dualité espèce-individu et en même temps, je dirais, une trinité, puisque dans beaucoup d'espèces vivantes, animales, le phénomène social est présent, bien qu'il y a aussi une partie des vivants qui vivent en couple ou en solitaire, mais enfin, le phénomène social est très grand chez les poissons, chez les oiseaux, chez les mammifères, bien entendu. Donc, nous avons partout la nécessité de voir comment vivre, c'est assumer sans arrêt une contradiction permanente. Et cette contradiction, elle est installée au cœur du sujet individuel d'une autre façon. Parce que, au cœur du sujet individuel, qu'est-ce que c'est être sujet? Et je pense que pour moi, dès la bactérie, il y a la subjectivité, c'est-à-dire le principe d'égocentrisme. C'est-à-dire, je vais d'abord m'occuper de moi, de bouffer pour vivre, parce qu'il est certain que j'ai besoin de m'alimenter en énergie, en information. Je me défends, je veux me développer, principe d'égocentrisme. Mais aussitôt, dès la naissance, au moins l'être humain, il a ce principe du nous, ce principe du besoin d'autrui, de la caresse, de l'amour, etc. Et nous avons tous ce double logiciel, contradictoire et complémentaire, celui du moi-je et celui du nous. Et nous l'avons aussi, et ceci se retrouve aussi dans un très grand nombre d'espèces animales sociales, notamment dans le monde des mammifères, où un principe d'altruisme est présent, en même temps qu'un principe d'égoïsme et d'affirmation individuelle. Donc, voilà que l'organisation doit être vue dès qu'elle est vivante, c'est-à-dire vide, comme comportant en elle une contradiction fondamentale, sans cesse assumée, sans cesse entretenue, et je dirais indépassable, mais qui en même temps nous fait vivre. Voilà, j'excuse cette petite intervention sur organisation et émergence, et si vous avez quelques questions, et que je puisse les comprendre aussi. Voilà. Alors vous parlez distinctement, vous commencez à côté de moi. Je sais pas, je commence par... En fait, c'est une question que je vous avais déjà posée, mais que je repose parce qu'elle m'intrigue beaucoup. Dans les philosophies orientales, on dit qu'on peut sortir de cette contradiction. Vous dites qu'elle est indépassable, mais il y a des philosophes orientaux qui disent qu'on peut la dépasser. J'aimerais bien que vous me redisiez ce que vous en pensez. Dans les philosophies hindouistes et bouddhistes, où on dit qu'on peut atteindre la réalisation,
et que par la réalisation, on peut sortir de l'idée d'être dans la dilution entre le sujet et l'objet, de supprimer l'ego et de réussir. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Ben, écoutez, bon, je sais très bien que un des principes clés de la pensée bouddhiste, c'est effectivement qu'il faut arriver à dissoudre le moi, oui. C'est-à-dire dissoudre le principe égocentrique. Ouais. Et qu'effectivement, si on réussit finalement, peut-être après des cycles de métamorphose, enfin de métampsychose, alors le moi est dissous et on arrive au nirvana, c'est-à-dire l'idée où on se fond dans un grand tout. Alors évidemment, si on peut dire que si on est bouddhiste, si on croit qu'effectivement qu'au terme de la dissolution du moi, on s'épanouit dans un tout et en même temps on s'épanouit et on disparaît. Non, parce que, si vous voulez, dans la question, dans la pensée du Bouddha, enfin, du prince Sakyamuni, il dit, une de ses grandes constatations, c'est la souffrance. C'est que la vie est souffrance. Et que donc il faut échapper à ce cycle de la souffrance. Mais si vous avez un point de vue où la vie est à la fois souffrance et joie, où la vie est à la fois fardeau et cadeau, où la vie est merveilleuse et horrible à la fois, si vous êtes complexe, alors vous ne pouvez pas être dans cette vision. Vous restez plutôt vous êtes plutôt plus proche du taoïsme, oui, pour qui en permanence il y a la relation de l'yin et du yang à laquelle on ne peut pas échapper. Mais sinon, et alors il y a aussi toute une école, effectivement, qui prône cette... Moi, je pense qu'il y a l'aspect positif vient dans la possibilité du contrôle de l'égocentrisme et de sa propre... que dans l'empêcher de se réduire en égoïsme. Mais, alors, d'ailleurs, la thèse de Frédéric Lenoir sur la thèse de doctorat sur l'introduction du bouddhisme en France a montré que le bouddhisme, en émigrant dans un pays de culture occidentale, s'est transformé. Au lieu d'être une culture de dissolution du moi, il est devenu une culture de l'épanouissement du moi. Vous vouliez une question? Oui, je veux bien. Monsieur Morin? Ah bah oui, alors. Ah. Bon, tant pis. Je relis tout en ce moment, alors ça me parle. Je relis tous vos ouvrages en ce moment pour faire le cours. Et cette notion d'émergence-là me paraît relativement récente dans votre pensée. Et elle me semble, enfin, en tout cas, moi je ne l'avais pas trouvée dans les... J'ai relu toute la méthode, Science avec conscience, tout ça. Et est-ce qu'elle ne pourrait pas résoudre la problématique de... Quand on réfléchit au macro-système. Là ? Au macro-système. Quand on réfléchit de façon macro. La noosphère. Ouais. Oui. Sur la notion de... ces univers qui, aujourd'hui, cette théorie-là que j'ai lue, où en fait, notre galaxie serait comme une île dans une mer qui, globalement, ne serait pas intelligible. Et en fait, on ne peut entendre qu'une certaine dimension d'intelligibilité à travers cette notion d'émergence. Alors bon, il y a deux questions. La première, effectivement, c'est... D'abord, avant de répondre là-dessus, c'est-à-dire que la notion d'émergence, elle n'est pas si récente parce que dans le premier volume de la méthode, quand je parle de système et d'organisation, je parle évidemment de l'émergence. Mais ce qui est développé chez moi,
c'est l'idée que cette idée d'émergence peut s'appliquer pas seulement au système que nous constatons, mais peut-être à des choses beaucoup plus vastes, comme par exemple, non pas notre galaxie, mais l'univers lui-même. C'est ça la question, parce que notre galaxie elle-même, elle peut très bien s'expliquer. Vous savez, pas s'expliquer, mais ce sont des choses qui se comprennent à partir de la gravitation, à partir des interactions connues dans notre univers. Mais l'existence du temps, de l'espace et de notre univers, lui, c'est ça qui fait le grand mystère. Et le mystère aussi, c'est pourquoi y a-t-il la gravitation, pourquoi y a-t-il l'électromagnétisme, pourquoi y a-t-il les interactions fortes ou faibles dans les atomes. C'est ça les questions. Bon. Alors donc, si vous voulez pas. Cela étant dit, alors c'est vrai que moi je me suis beaucoup intéressé à ce phénomène où d'abord les dieux, c'est ça qui m'a toujours frappé, c'est que les dieux évidemment n'existent comme production des esprits humains et notamment croyance des esprits d'une communauté donnée. Et que dès que ces dieux apparaissent, ils sont dotés de qualités surhumaines. Ils sont immortels, ils sont tout-puissants, ils peuvent être très méchants, il faut leur obéir. Et tout ça, c'est d'autant plus paradoxal que c'est nous qui nous sommes prêts à sacrifier nos vies pour ces dieux, nous prions, alors qu'ils n'existent que par nous. C'est ça qui est un peu... Alors, c'est un phénomène, si vous voulez, mais qui dépasse la question d'émergence. C'est effectivement, ils émergent eux-mêmes, mais une fois qu'ils émergent, ils prennent une existence séparée, indépendante de nous, bien qu'ils dépendent de nos esprits, puisque tous les dieux des civilisations mortes sont morts, hein, bien en dépit de leur immortalité. Donc, c'est ça qui m'a... Alors, d'autre part, c'est vrai que les idées, les idéologies elles-mêmes deviennent des forces supérieures à nos esprits. Ils nous commandent, ils nous donnent l'ordre de tuer, de supplier, etc. Comme les dieux. C'est ce qui s'est passé aussi bien pour le nazisme ou le stalinisme. Ce sont des choses, enfin, au nom du communisme, au nom de la supériorité raciale. Donc, si vous voulez, le vrai problème, c'est qu'il faut prendre conscience que nous sommes les producteurs de ces réalités qui semblent nous dominer, et que tout en nous laissant dominer par elles, d'établir un dialogue pour au moins, disons, relativiser. Par exemple, moi je dirais que si mon idéologie c'est la fraternité, alors si j'inscris cette idéologie dans ce qui était la prédiction de Marx, c'est-à-dire que la fraternité va se réaliser dans la société sans classe après la Révolution, etc., ça, c'est une prédiction à laquelle je ne crois pas. Ça veut dire que je ne crois pas que mon idéologie de la fraternité va être vainqueur. Je pense qu'il faut la défendre, qu'elle est menacée, qu'elle peut se développer, qu'elle doit jouer un rôle capital dans la vie humaine, dans l'histoire humaine, mais je ne l'ai pas déifiée. Autrement dit, il faut respecter ses propres mythes, mais ne pas les déifier, ne pas penser que ce sont des puissances implacables auxquelles nous devons obéir, et d'avoir une relation de convivialité avec eux. C'est ce que vous appelez l'idolâtrie. C'est ça. Il y avait une question. C'est ce que vous appelez l'idolâtrie. Hein, idolâtrie. C'est ce que vous avez appelé l'idolâtrie. J'ai appelé ça idolâtrie. Oui, dans un de vos livres, vous parlez d'idolâtrie. Dans quel? Je dans sais différentes pas choses. Vous parlez de cette dimension d'idolâtrie, c'est-à-dire de ne pas idolâtrer les dieux. Ben, écoutez, c'est-à-dire que, peut-être que j'ai employé ce mot, mais c'est un mot lui-même
équivoque, parce que, par exemple, dans le christianisme, dans le judaïsme comme dans l'islam, les statues, enfin le christianisme, oui, mais enfin dans l'islam, faire des statues, c'est faire des idoles. On est contre la pluralité des dieux incarnés au profit d'un Dieu supérieur, innommable, etc. Alors, si vous voulez, oui, on peut dire que ce mot d'idolâtrie peut convenir, mais pas tout à fait. Enfin, mais je pense que si ça traduit cette tendance à absolutiser sa foi, c'est-à-dire aussi bien l'idée à laquelle on croit ou le Dieu, c'est de l'idolâtrie. Oui, très bien. Moi, j'aurais deux remarques, peut-être. Edgar, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Hein? Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si je Là, maintenant, oui. J'aurais deux remarques qui vont aboutir sur deux questions. Ma première remarque, c'est sur ce que vous avez mentionné avec ce méta-organisme bactérien qui peuplerait la planète et dont nous serions finalement une forme d'esclaves. Il faut savoir qu'il y a une hypothèse qui avait été proposée antérieurement par un évolutionniste qui s'appelle Richard Dawkins, qui parlait du gène égoïste. Alors donc la théorie du gène égoïste, elle consiste à penser que nous serions en fait des sortes de sacs, que notre soma serait une sorte de sac à reproduire des gènes. Et ma question est la suivante, est-ce que il y a un terme que vous n'avez pas utilisé dans votre exposé, c'est celui de computo. Oui. Ma question est de savoir si vous pensez qu'il pourrait exister un computo prébiotique avant l'apparition des bactéries. Oui. Bon, alors, moi je ne suis pas du tout convaincu par Dawkins, par la théorie du gène égoïste. D'abord parce qu'il est situé dans cette croyance qui a dominé le